Bonsoir, amis et amies de la philosophie et du Cercle Est-Ouest. Je m'appelle Clément Loranger, j'ai cofondé le Cercle Est-Ouest il y a 10 ans avec Yvon Payet qui est décédé maintenant. Alors on a une programmation cette année extraordinaire, entre autres Mme Céliane Charles, qui nous a déjà fait l'honneur d'au moins une autre conférence sur un sujet connexe, ça faisait de Spinoza, mais d'autres problématiques. Elle va vous les présenter plus tard, ces problématiques d'aujourd'hui. Madame Céliane Charles est professeure au département de philosophie de l'UQTR et aussi elle a enseigné dans plusieurs autres universités au Québec et ailleurs aux États-Unis. Elle co-organise chaque année le séminaire québécois en philosophie moderne. Il va y avoir des activités qui vont se passer, là, peut-être qu'elle va en parler, mais ça ne tardera pas. Elle est aussi secrétaire de la Société de philosophie des régions au cœur du Québec. Excusez-moi. Elle a publié une monographie sur Spinoza et plusieurs articles sur ce philosophe. Elle a co-rédigé un ouvrage sur Descartes et un autre sur la philosophie morale. Elle est chercheur dans le cadre d'une subvention du Fonds de recherche québécois sur la culture, sur la société et la culture. Elle s'intéresse particulièrement aux affects et maintenant fait le lien, le lien était déjà établi avec la psychologie, les émotions, le désir, la question de la joie, du bonheur. Et elle a donné une conférence, on va donner une bientôt sur la question métaphysique du mal. C'est maintenant le temps de lui laisser la parole. Céliane Charles, bienvenue. Et merci de m'avoir invité. Merci à tous d'être venus en si grand nombre en cette soirée de tempête. Il fallait vraiment du courage pour oser sortir de chez soi. Donc un grand merci d'être là. J'espère que je ne vais pas trop vous décevoir. Bon, très sincèrement, je viens ici en total novice de mon sujet. Donc c'est un peu une aventure que j'ai commencée il y a moins d'1 an de m'intéresser à la psychologie, mais sous des aspects savants et érudits, et de m'aventurer dans un domaine qui n'est absolument pas le mien, sur lequel je n'ai jamais eu de cours par le passé. Des cours, j'en ai pris, j'en ai pris pendant mon congé de cet automne, j'en ai suivi, mais quand même, je suis une grande débutante. Donc, mon niveau en psychologie n'est même pas celui d'une personne qui aurait complété une première année de bac. J'ai 3 cours derrière moi. Alors, s'il vous plaît, soyez tolérants. Je suis certaine que beaucoup parmi vous en savent beaucoup plus que moi. Et pour moi, c'est une belle occasion que de venir présenter une première ébauche de ce qui m'intéresse dans les rapports entre Spinoza et la psychologie, pour également aller chercher de la part de tous ceux qui sont ici ce soir, des suggestions, des commentaires, des avenues nouvelles peut-être à emprunter. Et je vous le dis, oui, je suis une spécialiste de Spinoza, mais vraiment, je suis une grande débutante en psychologie. Donc, c'est pour moi quelque chose d'un peu intimidant que de parler de ce que je ne connais pas si bien que ça, mais vous y allez m'aider certainement. Vous allez m'y aider avec votre encouragement. Déjà, le nombre est un bel encouragement. Merci aussi pour cette deuxième invitation. Vraiment, c'est un privilège de faire partie, enfin, de cette petite communauté-là que j'ignorais. Et je suis très, très ravie de pouvoir venir vous parler. C'est un véritable honneur et un privilège d'être invité au Cercle Est-Ouest pour la deuxième fois. Donc, la pertinence de Spinoza pour la psychologie contemporaine. Le titre est très large, comme ça j'étais sûre de ne pas m'engager à quoi que ce soit trop précis. Depuis quelques années, un nouveau courant de recherche parmi les spécialistes de Spinoza français vise à montrer la pertinence de la pensée de cet auteur
de la fin du XVIIe siècle pour les sciences humaines et les sciences sociales, notamment la sociologie, les sciences de l'économie contemporaine. Sous l'influence de ce courant d'études, à mon tour, eh bien, j'entends montrer que la philosophie de Spinoza peut servir de modèle, à la fois théorique et pratique, pour un grand nombre de problématiques qui sont traitées en psychologie contemporaine, notamment dans le courant nord-américain de la psychologie expérimentale. Donc, avec vous ce soir, je vais énoncer plusieurs voies qui sont encore à explorer en ce sens. C'est très programmatique. Par exemple, l'utilité de Spinoza pour plusieurs aspects de la psychologie cognitive, tels que les biais perceptifs ou la cognition incarnée. Et je me concentrerai en particulier sur l'utilisation possible de la philosophie de Spinoza en psychothérapie cognitivo-comportementale, en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, en particulier sur la base d'une comparaison avec Ellis et Beck. Donc voilà pour le programme de la soirée. Commençons par la question qui motive le tout, à savoir pourquoi Spinoza et la psychologie. Bien d'abord, il y a une deuxième question à ça qui est pourquoi à tout prix vouloir montrer que les auteurs du passé avaient quelque chose d'intéressant à dire. Ça, c'est une autre histoire. Ça, si je fais l'histoire de la pensée, c'est que j'y crois, qu'ils ont quelque chose à nous dire, c'est que ce sont des maîtres à penser qui ont saisi certaines vérités. Il y a une nature humaine qui est universelle, qu'on soit au XVIIe siècle ou dans la première moitié du XXIe, la nature humaine n'a pas beaucoup changé depuis l'homme de Cro-Magnon. Donc ça ne change pas grand-chose. On a des passions, on a des émotions, on a une rationalité, on a des réflexions sur le sens de la vie qui foncièrement, fondamentalement, sont les mêmes. Et on a des interactions entre êtres humains qui, de toute éternité, aussi loin que remonte l'humanité, suit des patterns tout à fait semblables. Il n'y a aucun problème à utiliser un auteur du passé pour penser le présent. Mais plus spécifiquement, pourquoi Spinoza et la psychologie? Eh bien parce que j'espère que ce sera apparent au terme de la communication de ce soir, mais que ça l'est déjà pour beaucoup d'entre vous qui connaissez Spinoza. On peut dire réellement que Spinoza, certes, est un philosophe et pas n'importe lequel, mais est également un psychologue. N'oublions pas qu'au XVIIe siècle, tout philosophe est également scientifique. Il n'y a pas de frontière entre le philosophe et le scientifique. La science elle-même peut prendre différentes formes, en particulier les sciences physiques, la chimie, l'optique, la géométrie, l'arithmétique. On sait que des grands noms tels que Pascal ou Leibniz sont également des grands noms de scientifiques qui ont inventé le calcul infinitésimal et autres. La machine à calculer pour Pascal, bon, ça remonte à des vieux cours, tout ça. Alors, la psychologie, aussi rudimentaire ait-elle été à titre de science à l'époque, n'en était néanmoins pas moins existante. Et la réflexion sur l'être humain a été très développée chez Spinoza. Donc Spinoza s'intéresse en scientifique. Il nous donne une indication de sa volonté de traiter de l'esprit humain et des affects et des émotions dans la préface de la troisième partie de l'éthique comme étant celle de traiter de ces événements-là comme un scientifique, comme un géomètre, comme s'il ne s'agissait de rien d'autre que de lignes. Et donc de cette tentative de faire une science de la psyché au sens non pas psychanalytique, mais au sens d'un univers mental qui recoupe des comportements standardisés, ça c'est vraiment le désir foncier qui anime Spinoza. Or Spinoza, dans son livre fondamental, l'éthique, a 5 parties, comme vous le savez. N'oublions pas, même si ce sont les parties 1, 2 et 5, les plus métaphysiques, les plus épistémologiques, qui intéressent généralement le plus les commentateurs, que la plus grande partie de cet ouvrage, résumée en 2 parties qui
sont très longues, les parties 3 et 4 sont consacrées à faire une psychologie, même si le terme n'est pas encore élaboré, à savoir une théorie du fonctionnement de l'esprit humain, en particulier dans sa zone émotionnelle. J'ai un chat dans la gorge. Bon, espérons que c'est réglé. Non, c'est pas réglé, c'est pas grave. Donc il y a évidemment une légitimité. D'autre part, il y a une affinité de but entre les thérapies et la philosophie éthique de Spinoza, à savoir le but, c'est de mieux vivre. De nos jours, c'est peut-être plus facile d'aller chez les psychologues que d'aller reprendre des cours en philosophie. À défaut d'être plus facile, c'est ce qui nous vient plus spontanément à l'esprit lorsqu'on traverse des problèmes existentiels. Mais le but, dans les deux cas, est le même, ou peut être le même, à savoir apprendre à mieux vivre, apprendre à se comprendre soi-même. Vous savez que c'était ce que disait l'oracle de Delphes et qui était de manière très très visible à Athènes, comme la devise également de Socrate, « Connais-toi toi-même ». Donc il s'agit d'avoir un élément cognitif, de compréhension sur ce qui nous arrive, et avec ça d'acceptation ou de, Spinoza va même dire, d'amour de cette vie telle qu'elle nous est donnée, quelles que soient les adversités qui viennent avec. Et la psychologie, c'est évidemment ce qu'elle fait. Maintenant, quelle psychologie? Alors, c'est assez particulier parce que je suis une francophone, qui plus est française d'origine, et qui vit et travaille depuis longtemps en Amérique du Nord. Eh bien, je pense que là-dessus, j'ai une chance que d'autres n'ont pas, qui est de pouvoir connaître ces deux mondes-là. Parce que ce qu'on observe de la psychologie contemporaine en Amérique du Nord, et je le dis dans mon introduction, d'abord et avant tout l'approche de la psychologie expérimentale. Donc on fait de la psychologie réellement comme une science. On a des hypothèses, on teste ces hypothèses sur la base d'expérimentation. On a des protocoles qui permettent de validité, des protocoles qui permettent de valider les résultats, de tirer des conclusions extrêmement bien ordonnées. On a des belles statistiques qui vont avec ça et on est capable de construire des modèles très très scientifiques des comportements humains et de ce qui se passe au niveau de notre cerveau et de notre esprit et de nos émotions aussi, ou que on ne sait pas trop où se placent ces émotions, mais en tout cas, où qu'elles soient. Dans le ventre, dans les intestins, dans le cerveau, tout ça. En France, et dans la littérature en psychologie de langue française, c'est d'abord et avant tout la psychanalyse qui est le modèle d'interprétation et de thérapie aussi. Bien sûr, les deux modèles peuvent se trouver dans les deux continents. D'ailleurs, en France, il y a eu une espèce de mini-guerre qui, semble-t-il, n'est pas terminée entre les deux courants, les deux approches en psychologie. Les TCC, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales, celles qui sont dominantes en Amérique du Nord, on est au Canada et c'est très clairement ce qui est dominant chez nous, sont pratiquées en France. Mais elles ont un terrain miné devant elles, à savoir tout un établissement d'une pratique presque séculaire, d'inspiration freudienne, lacanienne, jungienne, où on fait de la psychanalyse, où on fait de la thérapie très longue avec une exploration de l'inconscient, une exploration des aspects moins cognitifs, c'est-à-dire beaucoup plus au niveau des images qui vont nous venir spontanément, des rêves. Il n'est pas tant question de parler du présent, dans le fond, que d'analyser le passé. Et le présent, évidemment, va se changer naturellement si on travaille le passé. En Amérique du Nord, c'est comme si on faisait l'inverse, c'est-à-dire le passé est là, on ne va pas le changer de toute façon, mais on peut travailler sur le présent. Et le cas échéant, ce travail sur les choses présentes
et le présent inclut la répétition dans le futur immédiat de ce présent, c'est-à-dire quand on décèle des patterns de comportement, bon, c'est quasiment à tous les jours que ça va se répéter. Donc on peut travailler sur le présent, et peut-être que ça va faire se régler des problèmes hérités du passé. Et en fait, ça se fait effectivement souvent, mais on ne travaille pas directement, ou très peu, sur le passé. Alors, c'est comme deux modèles complètement opposés, et évidemment, en France, c'est un grand clash. La guerre, si guerre il y a eu, j'en suis même pas sûre, est gagnée par contre, en sens inverse, par les thérapies cognitivo-comportementales au Canada. Et moi qui vis dans ce pays qui est en Amérique du Nord et qui dans le même temps, moi qui peux lire toute la littérature en français, je pense que j'ai une place assez unique de pouvoir m'occuper de ces questions-là pour peut-être les aborder dans la langue francophone, voire contribuer, du moins je l'espère, à la littérature francophone sous cet aspect-là. Donc voilà pourquoi, grosso modo, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur Spinoza et la psychologie contemporaine. Pas juste parce que c'est à la mode de faire des choses contemporaines. Il y a une autre raison qui est plus personnelle, c'est que j'ai envie de faire des choses où je me sens vraiment utile. Et ça, je trouve que ça peut être une manière de l'être. Mais je suis quand même utile à mes étudiants aussi quand j'enseigne l'histoire des idées, mais disons que j'avais peut-être envie d'avoir quelque chose d'un peu plus appliqué. Donc tout ça étant fixé d'avance, c'est la première question qu'il fallait que j'aborde. Pourquoi une psychologie de Spinoza? Deuxièmement, qu'est-ce que Spinoza peut apporter déjà à première vue pour quelqu'un qui connaît Spinoza à ces débats en psychologie contemporaine et en particulier peut-être au débat d'inspiration plus nord-américain? Même s'ils partagent plusieurs intérêts communs, il est clair que les philosophes et les psychologues se parlent peu. Alors il y a quelques endroits d'exception comme le cercle Est-Ouest, bravo, où c'est rendu possible, mais c'est bien des exceptions. Et c'est d'autant plus louable. On peut même dire que philosophes et psychologues parlent même rarement la même langue. Il y a des jargons propres à chaque approche. Que la faute en soit à la différence méthodologique, en particulier cette psychologie en Amérique du Nord qui est peu axée sur la théorie, peu axée sur l'abstraction et très axée sur la pratique et les expérimentations, n'a pas grand-chose à communiquer a priori avec les philosophes dont l'image nous dit qu'ils sont toujours dans les nuages et en train de pelleter, non pas cette belle neige blanche qui tombe dehors, mais des abstractions, des idées, des nuages. Donc que la faute en soit à la différence de méthode, qui est claire, à la différence de culture théorique, qui n'est pas moins importante, ou peut-être au simple cloisonnement des disciplines, le fait est que les liens entre les deux disciplines sont rarissimes. Donc ça s'applique aux deux conceptions de la psychologie en plus. La psychologie de tradition nord-américaine, qui est principalement anglophone et qui est très marquée par le behaviorisme, par le cognitivisme et par une démarche résolument pragmatique. Et ça s'applique aussi à la psychologie de tradition européenne, qui est principalement influencée par les psychanalystes et par la discussion théorique sur les modèles de la psyché humaine. Là où des rapprochements effectifs existent, c'est, on a au moins ça à observer, entre ceux qui font de la philosophie de l'esprit, philosophy of mind, selon le modèle de philosophy of mind anglophone analytique, ceux qui font de la philosophie de l'esprit se rapprochent assez des psychologues de tradition nord-américaine, notamment parce qu'ils vont utiliser les apports des neurosciences pour tenter de répondre à des questions sur le fonctionnement et la réalité ultime de la pensée. Mais là encore, les psychologues renvoient souvent aux philosophes le traitement des questions concernant la liberté, le déterminisme, toutes les questions à saveur métaphysique, ou encore la nature du langage, la nature de l'esprit que soulèvent leurs observations,
permise par la psychologie expérimentale et les neurosciences sur le cerveau. Il renvoie donc tout ça aux philosophes, tout ce qui concerne donc le cerveau, la pensée, le langage et les émotions. Il les analyse comme des objets d'étude. Mais quand vient le moment d'en faire la théorie, je ne dis pas qu'il n'y a pas de théoricien en psychologie, ne me faites pas croire que j'ai fait croire ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce n'est pas la majorité et ce n'est pas le but premier de la majorité des approches. Donc, à cela, il faut dire quand même que le cas de Spinoza pourrait bien être le plus propice à l'ouverture d'un tel dialogue. Quoi qu'il s'agisse d'un auteur de la seconde moitié du XVIIe siècle, Spinoza a été reconnu par plusieurs psychologues ou fondateurs des théories classiques en psychologie, tels que William James et Vygotsky, comme une influence importante sur leur pensée. Freud mentionne également qu'à défaut de bien connaître Spinoza, qu'il vivait dans une ambiance spinoziste, que ses contemporains, que la culture autour de lui était généralement spinoziste. Il n'y a pas d'ignorance. Il a toujours refusé de dire une influence directe, mais il a au moins témoigné d'une ambiance spinoziste. Les psychologues s'y sont donc intéressés depuis quand même longtemps, au moins à titre de précurseur pour ne serait-ce que le citer dans des histoires de la psychologie. Mais cette reconnaissance n'allait guère plus loin. Notamment, et là je vois un obstacle majeur, à cause de la grande difficulté de compréhension que pose la philosophie de Spinoza. Ces lecteurs se trouvent en effet d'emblée placés devant une philosophie écrite sous forme de traité de géométrie. Quiconque a ouvert l'éthique a connu ses premiers instants d'émoi face à ces propositions apparemment sans sens, ou en tout cas cryptées, dans lesquelles il fallait se faufiler un chemin. Et oui, effectivement, c'est possible, mais c'est difficile. On procède par définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire, lorsqu'on s'attelle à son œuvre principale, l'éthique. Or, l'éthique est la seule œuvre où Spinoza expose sa philosophie au complet, tant sur les plans métaphysiques, notamment l'unité de la substance, que le plan anthropologique, sa compréhension de la nature humaine, qui inclut la psychologie et les affects, et éthique, comment parvenir à une vie heureuse, à l'abri des tourments des émotions négatives. Et donc, c'est vraiment par l'éthique qu'il faut en passer pour comprendre Spinoza, pour comprendre quels sont les éléments les plus pertinents pour les psychologues. Donc, il y a un obstacle majeur, c'est que c'est illisible. Ça l'est avec grande difficulté. On peut noter toutefois quelques exceptions qui sont absolument remarquables parmi les psychologues. On a plusieurs études de psychologues cognitifs, donc les psychologues qui s'intéressent au traitement de l'information dans l'esprit humain, qui ont trouvé dans la théorie de Spinoza des éléments pertinents pour leur analyse tantôt de la mémoire, tantôt des biais cognitifs. Par exemple, il y a une étude en 2013 de Nadarevic et Ernstfelder sur les biais cognitifs. Une autre de Street and Kingston sur la mémoire. Ou l'inverse, je m'excuse, je ne sais plus quelle référence est avec laquelle, mais l'une est de 2013, l'autre est de 2016. En fait, je me rends compte que je ne sais pas laquelle c'est. Je dis, bon, il faudrait que je regarde ma bibliographie pour répondre plus précisément. Pourquoi la mémoire? Bien, le Scoli, la proposition 17 dans la deuxième partie de l'éthique, fait une théorie de la mémoire. Le Scoli de la proposition 40 dans la même deuxième partie de l'éthique explique comment l'esprit est automatiquement, par un mécanisme psychique sur lequel on n'a aucun contrôle, comment l'esprit est automatiquement conduit de l'image ou de la pensée, de la perception d'une chose
à une autre qui y a été associée par le passé. Donc à partir de là, il y a une espèce d'explication de la mémoire, mais aussi de la dépendance et de la passivité foncière qui sont attachées au processus de perception. Parce que d'une certaine façon, on est bombardé de choses qui peuvent nous affecter négativement. Simplement parce qu'elles nous ont affectés négativement une première fois. Et que plein d'autres choses, plein d'autres stimuli vont nous les rappeler tout au cours de notre vie. Sans aller jusqu'à parler, bien sûr, de choc post-traumatique. N'importe quel événement qui a été une source de malheur ou qui a été attaché à un souvenir douloureux comporte toutes sortes d'éléments qui viennent avec. Et la mémoire fait un paquet unique de tout ça, de sorte que dès que je ravive une image de ce lot, le lot entier sort. Et là-dedans, je suis totalement passif. La théorie de Spinoza l'explique très bien, ce mécanisme automatique. Les biais cognitifs, pourquoi? Parce qu'on a une forme d'universalité dans le genre humain, dans l'espèce humaine, des modes de pensée. Chacun imagine selon des lois qui sont les mêmes que son voisin humain. À partir de là, du moment qu'on peut comprendre les lois de la compréhension et de l'imagination, c'est-à-dire également de la production d'idées, on est capable de déceler ce qui ressemblerait au construit des théories cognitivistes, c'est-à-dire des schémas mentaux à travers lesquels on va filtrer nos perceptions. Donc il y a des biais cognitifs, ça c'est le terme contemporain qu'on emploie. Spinoza, lui, ne l'employait pas, mais par contre, il décrit tous ces biais cognitifs, il décrit tous les filtres qu'on appose entre nous et la réalité, et ces filtres, ce sont nos émotions passées, qui jouent un rôle actif, causal, sur la manière même dont on va codifier l'information au présent. Donc là, j'utilise un vocabulaire contemporain, et je peux vous assurer, quand on comprend ce que dit Éthique 3, la troisième partie de l'éthique, en particulier sur la théorie des affects, eh bien, on a ce réseau nécessitariste d'association des idées les unes avec les autres, de telle sorte que l'individu humain, le sujet percevant, est automatiquement conduit à mal percevoir. La perception est toujours une perception à travers soi. On ne perçoit jamais le monde tel qu'il est. Spinoza nous le dit bien avant Kant. Toute idée est une idée de la façon dont l'objet nous affecte et non pas de l'objet lui-même. Toute idée est une façon, toute idée est une idée de la façon dont notre corps est affecté par le monde extérieur et non pas du monde extérieur directement. Donc à partir de là, le voilà le filtre. C'est notre corps, et à travers notre corps, il y a aussi un autre filtre qui est celui de notre esprit, avec nos souvenirs, nos imaginations. Il y a un autre filtre potentiel que je n'ai pas trouvé étudié chez les psychologues, mais qui serait l'ingénium. Il y a des belles études sur l'ingénium chez Spinoza qui ne se sont pas intéressées aux aspects potentiellement contemporains de leurs applications. Mais voilà, un autre filtre, ingénium, c'est quoi? C'est le caractère propre. C'est la personnalité en quelque sorte. Spinoza nous permet de développer à travers justement cette théorie de tout ce qui constitue nos biais personnels, une théorie du caractère propre ou de la personnalité. Et ça, je crois que c'est encore tout à fait à explorer. Donc, deux cas en tout cas où il y a encore beaucoup à dire et où au moins des psychologues ont relevé que c'était pertinent. Chez les psychologues, on trouve aussi quelques rares tentatives de lien entre la psychologie et la métaphysique moniste de Spinoza. Pourquoi? Parce que le monisme suppose une identité de l'esprit et du corps. Et on le sait, ou on ne le sait pas, et puis on l'apprend ce soir, c'est ce qui constitue en particulier l'une des influences principales
c'est ce qui fait de Spinoza l'une des influences principales sur le psychologue Vygotsky. Et là-dessus, on a des études déjà un peu plus nombreuses. Ou encore, entre la psychothérapie et l'éthique spinoziste, là encore, depuis les années 80, un peu, j'en ai relevé 4 seulement, depuis les années 80, il y a quand même quelques écrits qui ont essayé de montrer comment, tout ça pour dire, j'invente pas la roue, il y a quand même un débroussaillage qui a déjà été fait, mais il y a encore beaucoup à dire, comment on pourrait utiliser les explications que donne Spinoza sur les affects, sur les mécanismes affectifs, les mécanismes qui sont universels à tout être humain, et ce que fait la psychothérapie en tout cas, ce qu'on doit traiter lorsqu'on a une personne en détresse, une personne souffrante en face de nous. Je précise tout de même qu'il me semble évident que c'est pour ce qu'on appelle les névroses et non pas pour les psychoses que Spinoza pourrait être pertinent. C'est-à-dire, je vois mal Spinoza traiter ou être un outil pertinent pour traiter des problèmes de personnalité limite, par exemple, ou toute forme de psychose, d'hallucination, de paranoïa. Là, c'est vraiment... il n'y a rien chez Spinoza, à mon sens, qui soit aussi efficace ou qui soit même minimalement efficace par rapport à ce que la psychologie nous permet d'avoir. Mais dans le domaine de ce qu'ont dit les psychologues, eh bien, rendons à César ce qui est à César, c'est à Damasio, Antonio Damasio, on le sait, qu'on voit la plus importante redécouverte de Spinoza par les psychologues. Après s'être intéressé sous un mode critique à Descartes, en tant que théoricien par excellence du dualisme entre l'esprit ou la conscience et le corps, en 1994, Damasio a fait un éloge remarquable de Spinoza en tant que précurseur de la vision la plus adéquate de l'être humain comme unité psychophysique. Donc comme être où l'esprit, la pensée, les émotions sont la même chose que le corps, en sont la réflexion. Et même si Damasio n'est pas dans un modèle moniste à la Spinoza, avec deux attributs qui seraient la pensée et l'étendue qui seraient simultanés, il a un monisme matérialiste, physicaliste. Et dans ce cadre moniste-là, eh bien, tout se déroule quand même dans une fraction de seconde, certes, mais sur un mode chronologique. Il n'y a pas cette simultanéité qu'on trouve chez Spinoza. Évidemment, les spinozistes disent, mais non, il n'a rien compris. Il n'a pas compris ce que c'est que l'unité réelle du corps et de l'esprit. Ce sont deux choses réellement différentes. Bon, si on veut être un peu généreux, reconnaissons quand même que Damasio a permis de mettre en lumière énormément d'éléments pertinents chez Spinoza dans sa compréhension du rapport esprit-corps. Donc, chez les deux, l'esprit est d'abord et avant tout la perception des états du corps. Damasio nous parle des émotions comme d'une cartographie du corps, comme d'un brain mapping, cartographie de ce que le cerveau indique sur l'état du corps grâce à tout ce qu'il reçoit de la part des neurotransmetteurs. Et les affects, les feelings, sont l'expression automatique de l'état du corps. Mentionnons tout de même qu'il y a une auteure américaine, philosophe, ou en tout cas pas dans un département de philosophie, mais qui a une réelle connaissance de Spinoza et qui écrit des textes parmi les philosophes, les universitaires philosophes, qui s'appelle Heidi Raven, qui est professeure à l'université Hamilton dans l'État de New York. C'est une spécialiste de Spinoza et elle a publié quelques articles très novateurs qui visaient spécifiquement le public des psychologues. Et ce, depuis le début des années 2000 jusqu'à récemment un livre qu'elle a fait sur l'éthique de spinoziste, sur l'éthique spinoziste, qui inclut là encore des éléments de théorie émotionnelle qui pourraient être repris par les psychologues.
Et en langue française, eh bien, il y a Pascal Sévérac ou Chantal Jacquet qui ont commencé à faire une production très importante sur Spinoza et la psychanalyse, Spinoza et Vygotsky, Spinoza et les sciences contemporaines de l'esprit, et qui tracent la voie de recherche à poursuivre. Je mentionnerai encore, avant de terminer sur ma dernière partie, quelques éléments que je compte développer dans les mois qui viennent, à savoir un rapprochement entre Spinoza et plusieurs problèmes psychologiques que permettent de traiter les thérapies. Les obsessions compulsives, par exemple. Bien, Spinoza développe dans sa théorie de la fixation de l'esprit sur un objet unique, dans sa liste des affects en particulier, il y a un grand absent, qui est l'admiration qui, chez Descartes, dont il s'est pourtant inspiré pour sa théorie des émotions, des affects, des sentiments, chez Descartes, l'admiration était un des affects primaires, une des passions primaires. Et chez Spinoza, ce n'est même pas un affect. Et en fait, Pascal Sévérac, que j'ai mentionné pour ses travaux sur Vygotsky, a, dans un livre paru en 2005, qui était un livre intitulé « Le devenir actif chez Spinoza », montré que l'admiratio, le fait de rester béat face à quelque chose, une sorte de surprise mêlée d'admiration au sens contemporain, était le contraire d'un affect parce qu'elle implique la fixation de l'esprit. Elle implique donc, non pas comme dans l'affect, le mouvement, qui est la transition d'une puissance plus grande à une puissance moindre, ou inversement d'une puissance moindre à une puissance plus grande, mais le fait de s'arrêter là, de figer. Et donc ce n'est pas un affect, c'est un anti-affect. Et il y a toute une théorie qu'il a commencé à développer, que je crois qu'on pourrait utiliser pour traiter la question des obsessions compulsives, sur cette notion d'attachement obsessif à un objet. De ne pas être capable d'augmenter ses relations avec le monde extérieur, de ne pas être capable de se sortir d'un objet fixe sur lequel on rive toutes nos pensées. Autre exemple, les problèmes de dépendance, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la drogue, et la faiblesse de la volonté, c'est-à-dire la difficulté à s'en sortir. Bien, Spinoza a une théorie de la faiblesse de la volonté. Il parle de l'insuffisance de la connaissance en tant que connaissance, qu'une chose est mauvaise pour ne pas la commettre. Et pour lui, le seul remède à des passions négatives, à des passions tristes, dans le fond, ce sont des affects, d'autres affects, qui eux, par contre, vont impliquer d'abord de la joie et ensuite, autant que possible, de la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance en tant que connaissance, c'est la connaissance en tant qu'elle vient avec une charge affective positive qui peut nous aider à déloger les affects négatifs. Mais ce qu'on voit chez Spinoza, c'est vraiment une spirale de cercle vicieux des affects tristes. Plus on est triste et plus on est triste. Plus on commence à s'enfermer et plus on manque de puissance, et plus on manque de puissance, plus on s'enferme dans notre état et plus on va remanquer de puissance, etc. etc. Donc tout ça c'est décrit dans Éthique 3 et je pense que cette théorie de la faiblesse de la volonté, de manière générale placée dans la théorie des affects, nous donnerait des outils intéressants pour les problèmes de dépendance. La jalousie. Spinoza parle même de la jalousie avec le cas, il prend peu d'exemples, hein, mais il prend le cas d'un amant qui imagine la femme qu'il aime dans les bras d'un autre et de la répulsion que ça lui occasionne à cet amant-là, de la colère et de la répulsion mêlée, d'imaginer les sécrétions qui se mélangent. Imaginez au XVIIe siècle d'écrire ça. C'est dans Éthique 4. Bon, donc il y a quelque chose à dire sur la jalousie, sur le mécanisme automatique, là encore, qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher, parce que c'est un mécanisme, parce que c'est une loi de l'esprit, qui est une loi de la nature,
d'avoir un pattern de haine envers la personne qui aime la même chose que nous, mais nous la vole. Sur la base de ces automatismes-là, on peut très bien traiter la jalousie excessive, on peut traiter l'intolérance, on peut traiter la haine, on pourrait même imaginer traiter le racisme, les mécanismes sociaux d'identification à un groupe identitaire sont facilement mis au jour par la philosophie de Spinoza. L'épuisement. Spinoza nous parle d'être ballotté en tous sens par les causes extérieures, notamment au scoli de la proposition 59 de la troisième partie de l'éthique. Il décrit cet état, voilà, de l'être humain qui passe d'une chose à une autre, qui dans le fond n'a pas le contrôle de sa vie, qui s'en va là où le vent le pousse. Le vent, ben, c'est toutes les pressions sociales, tout ce qui le fait être parfois des choses qu'il ne veut pas être lui-même, tous les mécanismes en arrière de lui qui le forcent à faire des choses sans qu'il y trouve nécessairement de la joie, certains mécanismes pouvant même aller jusqu'à le tuer, puisque c'est comme ça que Spinoza explique aussi le suicide, c'est-à-dire comme le fait d'être écrasé sous des pressions extérieures. Donc, clairement, le sentiment d'épuisement, on peut très bien l'analyser sur la base de la philosophie de Spinoza. La dépression, c'est assez évident avec ce que j'ai dit auparavant, bien, on peut l'analyser comme une passivité excessive face à l'ordre du monde qui nous dépasse. Alors que le remède que préconise Spinoza ressemble au remède des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, à savoir Spinoza nous préconise de l'activité du corps, parce qu'elle va entraîner une activité de l'esprit par ricochet automatique du parallélisme âme-corps, activité de l'esprit, augmenter le nombre de rencontres positives, augmenter autant que possible les rencontres sociales plaisantes, les activités plaisantes. Dans les TCC, on va se faire dire, assurez-vous qu'il y a au moins une chose positive que vous pouvez noter à la fin de votre journée, quand on est dans un état dépressif. Apprenez à voir le bien là où il se cache au lieu de tout voir à travers vos lunettes noires. Bien, cette manière, dans le fond, de susciter les rencontres heureuses pour s'assurer de ramener de la joie dans notre vie. La compréhension, c'est la joie qui est le moteur ultime du désir. Tout ça, on le trouve chez Spinoza. Également, bien sûr, la compréhension de la nécessité du monde, qui est qu'on doit commencer par arrêter de vouloir changer l'ordre du monde et que c'est plus facile de changer nos désirs. Donc voilà sur le plan programmatique, et je passe à ma dernière partie rapidement, pour dire en particulier les inspirations cognitivistes, pourquoi il y aurait quelque chose de spécifique à faire comme rapprochement entre Spinoza et les psychologues cognitifs. Donc, deux noms principalement. Donc, le cognitivisme, c'est quoi? La psychologie cognitive, elle s'implante en Amérique du Nord principalement dans la deuxième moitié du XXe siècle. L'accent est mis sur la construction mentale de la réalité comme source de la souffrance vécue. On a ça qui est théorisé chez George Kelly, qui parle des construits personnels. Et deux noms méritent vraiment d'être cités. Bon, il y en aurait un troisième qui est Young, mais moi je m'intéressais particulièrement à Ellis et Beck pour ce soir. Donc, tout ça dans la deuxième moitié, ou autour de la moitié du XXe siècle. Ellis, qui est mort en 2007, a élaboré la théorie rationnelle, émotive et comportementale, Rational Emotive Behavior Theory. En français, on emploie aussi ABC, en anglais d'ailleurs, pour dire A, c'est l'événement, et quand on y adjoint B, qui est des croyances spontanées automatiques par rapport à ces événements-là, ben on a C, qui est la conséquence, à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan visible, qui est le plan comportemental. Donc, si on veut traiter les comportements, on va jouer, non pas sur les événements, qu'on ne peut pas éviter, dans bien des cas,
Parfois on peut les éviter, parfois non. Mais au moins sur les croyances par rapport aux événements. C'est ça le courant cognitif. J'avoue, voyez-vous, je ne sais même pas si on dit cognitif ou cognitiviste parce que j'ai lu principalement en anglais. Donc en tout cas, il s'agit de modifier nos croyances sur l'événement. Il y a 11 croyances sous-jacentes, fautives, qui sont mises à jour par Ellis. Par exemple, la certitude qu'on doit tout contrôler, qui est évidemment la source première d'un grand nombre de nos malheurs. Quand on commence à comprendre que ce n'est pas catastrophique de ne pas avoir le contrôle, que c'est normal que le monde soit fluctuant, pensez au fait qu'on est ballotté par les vents contraires, comme disait Spinoza, et que même si la vie est ultimement incontrôlable, on peut l'aimer malgré ça. Voilà, quand on corrige des biais cognitifs, mais fonciers, des croyances sous-jacentes erronées comme celle-là, on va aider la personne à être plus heureuse. Beck, lui, Aaron Temkin Beck, qui est encore vivant, est le fondateur de la thérapie cognitive au sens propre, et il a identifié une triade cognitive qui est en quelque sorte les 3 lieux où il y a des croyances fondamentales qui peuvent venir s'enchaîner les unes aux autres pour devenir un cercle vicieux. Par exemple, dans le cas de la dépression, voilà les 3, la vision de soi. Dans le cas de la dépression, la vision de soi, c'est « je suis nul, je suis pas bon, je suis incapable ». Bon. Vous connaissez le discours. La vision des autres. Tout le monde est égoïste, c'est tous des salauds. Bon. Je n'ai pas forcément le vocabulaire le plus approprié. La vision du monde, vision du futur, là aussi, ça nous dit quelque chose. Tout va mal, le monde va mal. C'est de pire en pire. Hein. Tout va de pire en pire. Ça va de moins en moins bien, vraiment. On ne sait pas où ça va. Bon, on voit très très bien comment, c'est évidemment des croyances erronées. Mais en fait, Beck nous dit que ce sont des erreurs de logique. Dans la plupart du temps, ce sont des généralisations excessives ou des déductions sans preuve. Et il aide, dans le cadre de sa thérapie, à identifier au niveau du discours intérieur tout ce qui se dit qui est foncièrement erroné. Et à partir de là, il pense que, eh bien, en corrigeant le filtre qui vient nous empêcher d'accéder au bonheur, eh bien, on va libérer les aspects positifs qui ne demandent qu'à s'exprimer et qui ne demandent qu'à nous rendre heureux en nous. Donc là aussi, je crois vraiment que toute la compréhension de la nature humaine, toute la compréhension du déterminisme qui traverse la nature entière, du fait que le libre arbitre n'existe pas, font de Spinoza un outil intéressant et même réellement pertinent parce qu'il aurait des choses à dire qui ne sont pas présentement développées dans la psychologie pour l'approche soit cognitive, soit l'approche intégrée cognitivo-comportementale. Et ça clôt là ma communication. Merci. Quand on a posé une question, on peut en poser une deuxième après avoir fini la liste, si vous voulez. Pour le deuxième tour, pour toujours attendre. Michel Tourier. Oui, j'aimerais avoir un petit peu d'informations sur la conception du libre arbitre ou du non-libre arbitre chez Spinoza, pour savoir quelle idée. Merci. C'est vrai que je l'ai présupposé comme un fait connu, mais il y a quand même au moins quelques explications à donner. Donc, merci Michel pour ce point qui va bénéficier à tout le monde, c'est sûr. Il n'y a pas de libre arbitre. Il y a une liberté à comprendre de manière compatibiliste, c'est-à-dire sur un fond de nécessité, de déterminisme non pas finalisé par une providence ou autre, mais un déterminisme des causes efficientes, c'est-à-dire des causes étant données, il ne peut pas y avoir autre chose que les effets qui vont advenir, étant donné les données qui sont celles jouant un rôle causal. Dès lors, il n'y a pas de libre arbitre au sens d'une incertitude absolue entre A ou B, qui serait un arrêt dans cette chaîne causale. Spinoza nous dit il y a des causes antécédentes à tout, simplement nous en sommes ignorants. Et dans une lettre à Schuller, je
crois que c'est la lettre 58, il prend l'exemple d'une pierre qu'on lancerait, mais une grosse pierre, qu'on lancerait sur une pente du haut d'une colline, et donc qui serait en mouvement nécessaire. Et si on donnait la conscience à cette pierre-là, elle se rendrait compte qu'elle est en mouvement, et ne connaissant aucune cause à ce mouvement, elle croirait qu'elle est en mouvement de manière libre. Bien, nous, les êtres humains, nous sommes exactement comme ça. Nous observons que nous sommes poussés vers ci, vers ça, que nous avons des désirs, que nous sommes en mouvement vers l'objet de ces désirs-là, et nous croyons que nous sommes la cause de ces désirs au sens absolu, alors qu'il y a tout un nombre de causes déterminantes en arrière de notre volonté. Voilà. Merci beaucoup. Avant de passer le micro à André Provost, c'est ça, hein? Pour quelqu'un qui veut étudier scientifiquement, rationnellement, la psyché, c'est normal de mettre un enchaînement causal. Et c'est normal d'avoir une approche moniste. Parce que comment traiter scientifiquement de la liberté? Comment on peut aborder des phénomènes où on peut dire « Ah, ben il a choisi ça. Ah, ben il a décidé ça. C'est pour ça que ça arrive. » Et là, on parle des êtres humains, mais on peut mettre une autonomie psychique chez beaucoup d'animaux conscients. Aujourd'hui, en éthologie, on commence à savoir à y penser de plus en plus. Il y a des raisonnements chez plusieurs espèces d'animaux. Et là, il n'y a plus moyen de comprendre un comportement humain si on suppose la liberté. Et pourtant, ici, je pense à M. Giroux, il y a des défenseurs du libre arbitre, ou en tout cas de la liberté. Et quand on pense à quel point c'est important dans l'existentialisme, et à quel point en bioéthique, par exemple, on demande le consentement éclairé, on doit demander le consentement éclairé du patient, mais s'il ne peut pas décider, si tout est un enchaînement de causes et d'effets, dans quel monde vivons-nous? Et ceci dit, Spinoza est un démocrate, un partisan de la République, et non pas un despote. Alors, c'est seulement un trop long commentaire. Ben, je vais répondre aux commentaires, malgré tout, ça va l'allonger encore, parce que j'ai développé le côté critique du libre arbitre, mais ça me permet de développer le côté positif de construction d'une théorie de la liberté, malgré tout. Donc une autre forme de liberté. Qu'est-ce qu'on peut appeler libre dans ce temps-là? Et libre, le mouvement non empêché, c'est-à-dire l'autonomie dans le mouvement, la spontanéité. C'est une autre conception de la liberté comme spontanéité. Je vois des hochements de tête. J'ai ami Elisa, mon étudiant, qui a travaillé là-dessus, un ancien étudiant. Et on a dans ce cas-là une conception qui peut très bien s'arrimer avec des causes antécédentes inéluctables qui sont agissantes sur nous, mais c'est bien beau de s'en aller par là, mais on peut s'en aller par là, la corde au cou qui nous tire, en croyant qu'on essaie d'aller à droite, à gauche, mais en fait on s'en va par là quand même. Ou si on comprend on est obligé de s'en aller par là, parce que telles sont les lois qui nous déterminent. Si on a cette compréhension-là, on peut aller par là, mais d'une manière libre, c'est-à-dire dans un mouvement au sens du libre jeu, de se sentir loose. Il y a c'est en fait un thème stoïcien, il y a une image que j'aime bien utiliser dans mes cours de premier cycle pour expliquer la liberté chez Spinoza. C'est une image héritée des stoïciens, d'un chien qui est tiré par un char, donc des chevaux, une voiture, un chariot, dans le monde antique. Évidemment, la force, la puissance des chevaux dépasse infiniment la sienne, celle du chien. Mais le chien est attaché par une laisse, il ne peut pas se défaire. Alors il peut toujours tirer comme ça pour essayer d'aller à droite, à gauche, pour ne pas faire changer le chariot de direction, de force. Mais par contre, on peut l'imaginer courant librement à côté du chariot. Et là, sur le plan du vécu de ça, on passe d'un mode de passivité
où on est tiré par les événements à un mode d'activité où sur la base de la compréhension des lois qui déterminent les comportements humains, puisque c'est ça l'image, on est capable de les anticiper, d'éviter autant que possible les aspects négatifs qui pourraient aller avec eux, et puis de développer un bonheur réel dans l'activité. Donc voilà, ce serait la liberté sous le mode positif. Merci. Moi, je veux revenir à la perception de la réalité d'après Spinoza. Ce que vous avez dit, c'est que Spinoza prétend que personne ne peut prétendre avoir la réalité parce que tout le monde, l'interprétation que les gens ont fait est toujours biaisée par les biais d'information, les traumatismes antérieurs qui ont pu s'imprégner dans son intellect pour l'interprétation de ses expériences. Moi, je crois qu'il n'y a pas uniquement l'interprétation qui entre en ligne de compte pour percevoir la réalité. Il y a aussi l'illusion. L'illusion, ça ne concerne pas l'intellect, ça concerne le sens de perception. Il y a aussi les mensonges qu'on nous compte. Ça ne concerne pas l'illusion et ça ne concerne pas non plus l'interprétation. Ceux qui nous montrent un bateau ou ceux qui nous montrent des scénarios pour nous amener à une croyance spécifique, ça ne concerne pas l'interprétation. On peut avoir une bonne interprétation, on peut ne pas être dans l'illusion, mais on va être empêché de percevoir la réalité aussi. Est-ce que Spinoza touche ces sujets-là, par exemple comme l'illusion et l'expérience elle-même? C'est une très bonne question. Je vais la redire de manière synthétique pour être sûr que tout le monde entende. Bon, oui, il y a des questions d'interprétation déformée de la réalité parce que ça passe par le biais de la subjectivité, mais on peut aussi penser à des illusions orchestrées, organisées, des mensonges. J'emploierais même le terme d'idéologie, si j'ai bien compris à quoi vous faites allusion. Puis ça aussi, ça nous empêche de percevoir correctement la réalité. C'est vrai qu'on peut, là encore, dans la philosophie de Spinoza, trouver des choses qui nous permettent de parler de ça. Et ça, c'est surtout dans les écrits théologiques, le traité théologico-politique en particulier, où Spinoza va vraiment contrer le fanatisme et la superstition. Donc en fait, en particulier en élaborant une méthode d'interprétation des Écritures comme étant la nécessité de ne pas tout prendre à la lettre, parce que la religion, pour lui, est vue comme une espèce de filtre, voilà, là aussi, qui nous empêche de comprendre le sens vrai du livre saint. Mais la religion institutionnalisée, et particulièrement dans ses courants plus extrémistes, est vraiment critiquée par Spinoza comme étant une entreprise mensongère qui fait faire des choses en croyant qu'on va avoir le salut en les faisant, alors qu'en fait le salut, il est dans la vie bonne, il est dans la vertu, et les religions ont une utilité pratique pour promouvoir la vertu et non pas une valeur absolue dans chacun de leurs préceptes, de leurs dogmes. Donc voilà, je pense que dans la question de l'exégèse biblique, on aurait de bons éléments pour traiter des déformations et des idéologies, et de la puissance des idéologies sur les esprits qui les empêchent de réfléchir de manière critique. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Potvin avait levé la main. Et on va attendre, c'est vous qui allez parler. Dans votre adresse courriel, c'était IERH ou IER? C'est Pierre. Oui, au complet. Parce que là, je ne voyais pas le... Bon, monsieur Potvin. Alors, j'ai deux questions. Vous pouvez répondre à la première. J'ai deux questions. Vous pouvez répondre à la première, mais je vais poser ma deuxième question quand même. On ne vous entend pas. Plus proche du micro. Je ne suis pas très familier, j'ai lu un peu sur Spinoza. J'aimerais savoir, c'est une grosse question, sa notion de Dieu. Il fait un lien, Dieu, nature, et je n'arrivais pas à séparer les deux. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième,
il parle beaucoup de la question de la raison. Est-ce qu'il a comme position que la raison domine les émotions, autrement dit que la cognition maîtrise les émotions ou l'inverse? Voilà. Merci. C'est très bien que je puisse clarifier ces points-là. Ils sont absolument essentiels. Vous dites, Dieu, chez Spinoza, il y a un lien avec la nature, j'arrive pas à séparer les deux. Ben, c'est très bien, il ne faut pas les séparer. En tout cas, Spinoza voit l'un comme étant l'équivalent de l'autre. C'est Dieu ou la nature, ou la substance, ou l'être, ou le grand tout. Ce qui est intéressant quand on prend le vocabulaire de l'être plutôt que celui de la substance, hein, qui ne nous parle pas beaucoup, le vocabulaire de la substance. Mais quand on prend le vocabulaire de l'être, je crois qu'on approche assez facilement de ce qu'il veut dire. Quand il parle de Dieu ou la nature sous un aspect productif, l'être, c'est une force d'être, puis c'est aussi un aspect produit, donc ce qui existe. Il y a eu un vocabulaire à travers la métaphysique qui faisait la différence entre l'être et les étangs, par exemple. Si on veut, on peut utiliser ces outils-là pour se représenter que tout ça, c'est la nature à la fois comme force de vie, comme force de production, comme force, puissance. Ça, c'est l'essence de toute chose. C'est Dieu substance. Et la substance, cette substance-là, elle est chaque chose qui est, mais sous une forme précise et déterminée. Dans ce cas-là, on est au niveau des choses produites. Mais effectivement, Dieu est en tout et tout est en Dieu en sens. Deuxième question, est-ce que c'est la raison qui domine les émotions ou l'inverse? Je vais idéalement trouver la citation magique. Bon, c'est l'inverse. La réponse courte, c'est les émotions qui dominent la raison, mais c'est encore plus subtil que ça. C'est-à-dire que la raison n'est pas séparée des émotions. Et on peut vraiment parler comme, c'est pas moi qui invente ce vocabulaire-là, c'est des interprètes de Spinoza qui l'ont écrit avant moi. Là. La raison se fait désirante et émotive, et les émotions peuvent être raisonnables. Il n'y a pas d'opposition ultime. Il n'y a pas une faculté qui s'opposerait aux émotions comme étant nécessairement passionnelles. Il peut y avoir des affects, donc des sentiments actifs et non pas passifs, c'est-à-dire des sentiments qui proviennent d'une compréhension vraie, rationnelle de leur objet. Alors, proposition 7 de la quatrième partie, la proposition magique. Un affect ne peut être ni réprimé, ni supprimé, si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Proposition 8, non pardon, je passe. Je pense que c'est 14, celui qui va m'intéresser après. Voilà, proposition 14 dans la quatrième partie. La connaissance vraie du bien et du mal ne peut réprimer aucun affect en tant que cette connaissance est vraie. Mais seulement, et oui, la connaissance vraie du bien et du mal va réprimer les affects, mais pas en tant que vérité ou cognition ou rationalité, mais seulement en tant qu'elle est considérée comme un affect, en tant qu'elle-même, cette raison-là est émotive. On ne peut pas faire jouer des choses de nature différentes l'une contre l'autre. Ce n'est pas la raison contre les affects. La raison, c'est déjà une charge affective, mais une charge affective positive. Je pense que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Avant de... Oui, Jean-Michel Ménard, déjà son discours, mais moi je fais un petit commentaire. Platon, on pense qu'il disait, si on connaît le bien, on peut le faire. Et on fait le mal parce qu'on ignore le bien. Cette position intellectualiste, je veux dire, n'est pas celle de Spinoza. Ça semble ça, d'abord. Mais toute la question de la mobilisation des affects et l'inséparabilité de la raison avec les passions, et c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant et génial. Spinoza, c'est vraiment le philosophe à mettre en premier, là. Dans nos études, pour moi, c'est pas Platon, quoi.
Mais je choisirais Spinoza. Commentaire terminé. Ma question, c'est, je commence. Comme ça. Spinoza, dans la cité des esclaves, parle des passions, en ce sens qu'on est esclave de ses passions et qu'il n'y a que la raison qui puisse s'opposer aux passions. Mais entre ces passions et la raison, est-ce qu'il y a de la place pour la rébellion? Est-ce qu'il y a de la place pour la révolte? Est-ce que la question, c'est dans le domaine politique ou c'est dans le domaine existentiel personnel? C'est dans le temps de Spinoza, il y avait quand même de l'esclavage réel. Donc, ah, vraiment l'esclavage? oui, bien sûr. Donc dans le domaine politique, social? Malheureusement, non. La réponse, c'est non. Je vais parler non pas de l'esclavage parce que Spinoza n'en parle pas, mais de ce dont Spinoza parle, qui est le cas des insurrections politiques, des coups d'État. Bon, dans le traité de politique, il dit bien que ce sera inéluctable si le gouvernant n'est pas capable de concéder minimalement des libertés à son peuple, que ce peuple-là finisse par le renverser. Ce sera une chose inéluctable. Et donc, il est bien mal avisé de jouer au tyran plutôt que d'avoir une structure politique représentative qui va au moins apaiser le peuple et lui faire croire qu'on le laisse vivre ses passions tranquillement. Mais même s'il y a cette inéluctabilité du fait qu'on le sait, c'est la nature humaine, les êtres humains vont finir par se révolter si on les asservit trop. Spinoza dit que, ne fait pas l'éloge de l'insurrection. Il sait que ça va s'en venir, mais pour le peuple individuel, il ne s'agit pas de faire des cabales et de faire activement acte de rébellion. Parce qu'il a beaucoup plus à craindre dans cette rébellion-là, au moins dans un premier temps, que d'essayer de vivre en supportant les conditions. Sauf que, évidemment, il y aura des limites à ça et on sait très bien que la nature humaine fera le reste. Mais son mot est plutôt sur le mode d'un mot d'encouragement, de cultiver son jardin, de vivre dans son petit coin de vie en laissant les autres tranquilles, si possible, et en étant tranquille soi-même. Mais voilà. En d'autres termes, Spinoza dit qu'il faut accepter son sort et ne pas essayer de changer les choses, même dans les choses injustes. Vous savez que c'est pas pour ramener les choses à moi, mais un siècle après, en Haïti, on a eu effectivement un régime esclavagiste en 1804 justement, et il y a eu une révolte des esclaves et qui a réussi effectivement à renverser l'ordre esclavagiste, même si on a fait le possible pour le maintenir. En ce sens, j'aurais quand même, lorsque on parle d'un plan Spinoza, on parle de liberté, donc j'aurais aimé effectivement trouver cette place pour la révolte et la rébellion. Je pense à Sisyphe et tout le reste. C'est un manque réel, d'autant plus que Spinoza cherche des moyens actifs, mais il cherche des moyens actifs du côté de la résistance passive ou pacifique. Voilà, si ça peut paraître pas trop contradictoire. Donc, dans la limite de ce qui nous est permis ou autorisé, par exemple, promouvoir la liberté d'expression, promouvoir la représentation des différentes, la tolérance des différentes religions, des différentes confessions religieuses, promouvoir la tolérance, donc des aspects de résistance passive, comme je dis, d'une certaine façon, de tout faire pour la paix, mais pas de changer les structures en place, effectivement.
Merci beaucoup. Michel Trigny, deuxième. Oui, c'est ça, je récidive, là, c'est encore un petit peu en rapport avec la liberté. En ce qui concerne la thérapie cognitiviste, est-ce qu'on peut dire que cette thérapie-là a comme objectif de comprendre ses conditionnements pour s'en libérer ou pour modifier les comportements pour parvenir à la liberté? C'est possible de répéter l'alternative. Je ne suis pas sûre de comprendre la différence entre les deux. Comprendre ses conditionnements pour s'en libérer. Comme par exemple, tout à l'heure, on parlait de personnes qui souffraient d'obsession, par exemple. Ou bien modifier les comportements du patient ou du client pour éventuellement, en fin de compte, qu'il se libère. Ah. C'est vraiment la dimension cognitive de comprendre les conditionnements qui est à l'œuvre dans la thérapie cognitive. Maintenant, dans la thérapie cognitivo-comportementale, on joue sur les deux plans. C'est-à-dire on joue aussi sur la modification des comportements, mais pas exclusivement. Ce n'est pas un coup de baguette magique, ça s'accompagne d'une réflexion sur le discours intérieur, sur qu'est-ce que nous dit notre petite voix, soit pendant qu'on fait la chose, soit pendant qu'on réprime la répartie qui nous serait sortie naturellement sinon. Donc voilà, que ce soit dans le fait de changer le comportement ou pas, dans le fond on demande une observation du comportement et sur la base des paroles dites, parce que les comportements, ce n'est pas forcément des actions physiques fortes, hein, ça peut être aussi les paroles dites, ça peut être aussi les aspects psychosomatiques du ressenti dans le corps, de ce que ça nous fait d'être dans une situation donnée. Donc sur la base de cette observation-là, on va effectivement avoir un bénéfice, mais ce n'est pas juste l'observation, c'est l'observation plus la réflexion sur qu'est-ce que je me dis pendant que je suis en train de vivre ça. Donc c'est vraiment plus l'aspect cognitif tel que je le comprends. J'aimerais ça qu'on me corrige si je dis des bêtises. Merci beaucoup, Sylviane Charles, c'est très éclairant. Et maintenant, je passe la parole à Samuel Lisotte, qui est devenu maître, mais qui va poser une question à son ancienne maîtresse. À philosophie. À philosophie, s'il vous plaît. Monsieur Samuel Lisotte. Ancienne maîtresse, je coupe ça comme ça. Non. Oui, dans le fond, on s'est surtout attardé à la question à l'application de Spinoza au cognitivisme ou à la théorie cognitivo-comportementale. Mais je serais intéressant d'entendre à propos, dans le fond, à impliquer Spinoza sur la théorie plus freudienne, plus à propos de la psychanalyse. Dans le fond, selon toi, quel usage qu'on pourrait faire de Spinoza avec l'inconscience ou l'utilisation du symbolisme, puis de la thérapie par la connaissance du passé et des affects pour guérir au lieu d'utiliser simplement le changement des comportements via ces choses. Alors, là-dedans, il y a beaucoup à dire. Et il y a quand même un ouvrage en particulier, il y a plusieurs articles, mais il y a un ouvrage en particulier où c'est traité, qui est un ouvrage de 2012, je pense, dirigé par André Martins et Pascal Severa, qui s'appelle Spinoza et la psychanalyse. Donc vraiment, je l'ai lu récemment. Alors, ce que je vais répondre est tiré directement de là, j'invente rien. Il y a une très belle préface de quelques pages, mais qui fait toute la synthèse de ce qu'on peut dire sur Spinoza et Freud dans ce livre-là, de Pierre-François Moreau. Donc, Pierre-François Moreau insiste notamment sur l'aspect du désir, vu comme la nature déterminante de l'être humain, c'est une nature désirante. Donc là, il y a évidemment une affinité énorme avec Freud. L'homme ne se définit pas par sa raison, mais par les aspects pulsionnels de son être. Ensuite, il y a des points de rapprochement avec la notion d'un inconscient en général, par rapport à cette notion de cause déterminante et agissante en nous dont on n'a pas conscience chez Spinoza. Maintenant, c'est vrai qu'on peut quand même reconnaître que ce n'est pas du tout un inconscient en termes
psychanalytique d'une structure agissante qui obéirait à ses propres lois. Le fait qu'il y ait des causes en arrière de nous qui déterminent notre action, c'est pas une stratégie orchestrée vers une fin, vers une finalité. Donc j'ai mentionné le désir, il y a en particulier la notion de désir de vie, de pulsion de vie, donc beaucoup du côté du ça. Mais on le sait, chez Freud, il y a Eros, qui est ce désir de vie, et Thanatos. Et il n'y a évidemment rien tel chez Spinoza. Il n'y a pas une force de mort, il n'y a qu'une force de vie. Donc ça, c'est les points principaux, et je pense qu'avec la dernière critique, on voit déjà que ça ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, en vérité. Roger doit savoir, j'ai ma question. Ah. Oui. Personne? Moi, j'aimerais savoir, à main levée, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées en psycho dans la salle, qui ont des connaissances plus particulières? Passionné par la psychanalyse, En tout cas, moi, j'aimerais ça, vous entendre, ceux qui ont plus cette connaissance-là, qui n'est pas ma spécialité, en l'occurrence. Allez-y. Allez. Donna. Donna. Non, c'est Donna Gagnon. Donna. Excusez, je commence pas par une question. J'ai toujours de la misère pour les questions. Mais donc, il y a deux observations. Parce que j'ai entendu souvent des gens reposer sur Spinoza, reposer sur Spinoza pour justifier, par exemple, leur athéisme, toutes sortes de raisons. Après avoir lu, il y a plusieurs années, j'ai lu une partie de Spinoza, une partie de son éthique, mais surtout son traité théologico-politique, qui m'avait particulièrement intéressé. Et là, dernièrement, j'ai lu un livre de Frédéric Lenoir, qui a une approche globale de Spinoza, qui traite de tous les livres qui en sont publiés dans la Pléiade. Et j'ai toute autre perception de Spinoza moi-même que j'aurais pu avoir, mais toute autre perception. Et d'abord, Spinoza est à la recherche, c'est un adepte de la sagesse initiatique. Et ça, sa sagesse initiatique, ça repose sur des principes qui sont déjà énoncés dans les textes sacrés. Prenons par exemple dans la Torah, il est dit, dorénavant, vous pourrez lire sur les tablettes du cœur la loi morale, la loi divine. Or, dans la tradition juive, on a placé les intermédiaires qui se présentent comme les seuls interprètes de la loi divine. Et on néglige justement d'initier les individus véritablement à entrer d'eux-mêmes par la porte du cœur. Autrement dit, on ne leur montre pas le chemin pour accéder véritablement à cette sagesse du cœur. Et la même chose s'est reproduite aussi dans les religions chrétiennes jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des paroles que Jésus a dites qui n'ont pas, et sur lesquelles on n'a pas beaucoup insisté, et qui sont très importantes. Quand, par exemple, Jésus dit aux docteurs de la loi et aux gens du Sanhédrin, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, et ce qui est pire, c'est que vous empêchez les autres d'y entrer. Or, pourquoi Spinoza a été pourchassé par la communauté juive, s'est fait mettre dehors, ensuite la communauté protestante, et pourquoi est-il encore chassé, je m'excuse de dire quelque chose que je ne devrais peut-être pas dire, pourquoi est-il encore chassé à coup de goupillon par le pape Jean-Paul II, qui avait fait une dénonciation monumentale de Spinoza. Alors qu'en fait, Spinoza n'est pas si étonné de certains types. Il n'y a pas juste des croyants accrochés
à une religion. Aujourd'hui, on le voit, il y a possibilité d'être un croyant, d'être un sage, par des moyens un peu différents de ceux qui étaient pas. Je pense que c'est plus un commentaire qu'une question à proprement parler. Le pourquoi aurait une réponse trop longue, mais vous avez amené tous les éléments de réponse. Vous avez déjà répondu tout à l'heure. J'ai considéré les religions comme des mensonges. J'ai levé la main, mais moi je déjà parlé. C'est Nancy Boucher, et puis on reviendra à Pierre, qui a une formation en psychologie. Donc, Nancy Boucher. Moi, je n'ai pas un bac, mais j'ai un certificat. J'ai de l'expérience de la vie. Dire en quoi? En psychologie ou en... T'as pas dit en quoi? En psychologie, j'ai un certificat, Okay. mais j'ai de l'expérience de la vie aussi. C'est ça que je veux dire. La question était tout à l'heure, votre question c'était sur qu'est-ce qu'on pense de Spinoza en fait, puis ce qui nous a délégué. Moi, je pense que la psychanalyse puis le cognitivisme comportemental, les deux vont de soi. Je vois autant dans les deux des choses positives. Moi, je vois plus une approche holistique que juste catégoriser une thérapie qui est comme fixée. Je pense que quand on a une personne en face de nous, il y a un passé, puis il faut aller se questionner sur notre éducation, sur ce qu'on nous a familialement, mais aussi au niveau social, au niveau de l'école, etc. Il y a tout un ensemble qui fait qu'une personne, à un moment donné, arrive avec un bagage, puis il y a aussi, il faut se questionner sur comment je vis ma vie maintenant. Qu'est-ce qui fait que j'avance pas ou que c'est ralenti ou etc. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que je pense que les deux ensemble vont de soi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci du commentaire. Il y a Pierre. C'est une remarque sur ici au Québec, en Amérique du Nord, la psychanalyse, contrairement en France, dans certains pays européens, c'est pas... ça donne pas grand, il n'y a pas grande crédibilité d'accorder à la psychanalyse, n'étant pas dans des voies scientifiques. Donc, mais moi, je ne suis pas familier avec la psychanalyse. Par rapport à Spinoza, ce qui m'a particulièrement frappé positivement, c'est Antonio Damasio, qui est un grand neuroscientifique, avec son ouvrage là, sur Spinoza et les émotions. Ça donnait une grande crédibilité pour moi à la vision de Spinoza. Je vais terminer, c'est plus une remarque. Une chose qui m'a frappé très positivement par rapport à Spinoza, c'est comme si ça m'a amené à une réflexion importante, c'est que au niveau de l'intervention, il disait, si on veut changer quelque chose par rapport à une addiction, il s'agit de le remplacer par un désir plus fort. Oui. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, c'est une voie, si on peut dire, pour soutenir des orientations de l'intervention. Alors, voilà. Moi j'ai été très impressionné juste par cette petite chose-là. Un désir plus fort que l'autre désir. Enfin, je ne sais pas si c'est exact. Là, oui, mais, tout à fait. OK. Alors, voilà. Il y a monsieur derrière qui a priorité parce que c'est sa première intervention.
Un simple détail. Tantôt, vous avez parlé d'Eros et de Thanatos, et en disant, vous avez dit aussi que Thanatos, il n'y avait pas de Thanatos chez Spinoza. Est-ce qu'on ne peut pas considérer les affects tristes comme étant Thanatos? C'est très intéressant. Très intéressant. Non. Un affect, c'est pas un désir. Un affect, c'est un ressenti d'un état de l'être. Et là, je le traduis en vocabulaire personnel, mais si on regarde la définition de l'affect, c'est un changement, une affection du corps, donc un changement dans le corps, et en même temps, l'idée de ce changement-là, lorsque la puissance d'agir est ou augmentée ou diminuée, ou aidée ou restreinte. Donc, tout ça pour dire que l'affect n'est pas une structure désirante. C'est, enfin, dit comme ça, j'ai l'air de dire que le désir n'est pas au fond tout à fait, ce qui est vraiment pas ce que je veux dire. Mais chez Thanatos, c'est une force, c'est une force finalisée. Alors, l'affect même triste, l'affect qui exprime le fait que ma puissance est en train de baisser, doit plutôt être vu selon une image qu'on trouve chez Pierre Macheret, comme un baromètre de notre état, ou un potentiomètre. Voilà, l'aiguille, elle monte ou elle descend automatiquement selon que notre état s'améliore ou baisse en termes de force vitale qu'on va avoir en nous. Et l'affect, c'est simplement l'aspect ressenti de ça. Donc l'affect n'est pas une structure finalisée comme peut l'être Thanatos ou même Eros chez Freud. Comme je disais, l'inconscient chez Freud, c'est une structure mentale visant une fin particulière selon ces trois structures, selon les deux structures, que ce soit le ça ou le surmoi, qui sont inconscientes. Donc il y a une force, une pression agissante. L'affect, c'est un effet. Ensuite, il peut lui-même servir de cause à d'autres choses. Et c'est là qu'il y a effectivement un cercle vicieux, que moins j'ai de puissance, moins je me sens puissance, et moins je vais aller vers les choses qui vont me donner de la puissance. Alors, effectivement, là, ça rentre dans une spirale comportementale négative. Mais en soi-même, ce n'est pas une force de mort ou une force négative, ce n'est pas une force. La diminution de puissance n'est pas une force. Oui. Tu n'as jamais posé de question? Oui, OK. Vous avez parlé, j'ai cru comprendre qu'il y avait comme des patterns de comportement qui nous font agir. Ensuite, j'ai allumé là-dessus, mais j'ai dit c'est pas en contradiction avec la psychanalyse, parce que la structure édipienne, c'est un pattern de comportement dont on n'est pas conscient et qui nous fait agir. C'est exactement ça, l'Édipe. Là, j'ai dit, mais c'est pas en contradiction, ça, avec le comportementalisme ou cette approche cognitive-là. Fait que j'ai dit, il y a un lien à faire, on le fait peut-être pas, mais il est là, forcément. Je pense que c'est pas faux, enfin, je ne suis pas bien placée pour juger, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est un rapprochement qui est intéressant de se dire, mais pourquoi est-ce que le complexe d'Oedipe, par exemple, dont nous parle la psychanalyse, ne serait pas une forme de pattern ou de biais cognitif? C'est un pattern, c'est une structure, c'est ça l'origine du structuralisme en psychanalyse. Mais ce que je verrais par contre comme différence fondamentale, c'est sur la nature de cette structure agissante-là. Ce dont nous parle la psychologie cognitive et dont on traite dans les TCC, c'est vraiment de nature cognitive, les patterns. Ce sont des biais cognitifs. Or, le complexe d'Oedipe, ce n'est pas un biais cognitif. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas cognitif. Non, c'est-à-dire, en termes de
c'est quoi sa nature? Est-ce que c'est cognitif? Est-ce que c'est émotif? Est-ce que ce serait peut-être plutôt émotif? Mais c'est pas de l'ordre de la connaissance. C'est ça que je veux dire. Le complexe d'Oedipe n'est pas une connaissance. L'enfant qui est sujet au complexe d'Oedipe, c'est un réseau de désirs qui vont agir en lui, qui vont faire que, voilà, la petite fille va vouloir se rapprocher de son père, et inversement. Mais c'est pas de l'ordre des connaissances qui seraient agissantes. Pour moi, c'est une différence fondamentale, j'ai l'impression. Est-ce que on termine le débat? Donc, quelque chose à dire? Pardon. Prochaine rencontre, le 14 mars, mercredi, Alexandra Balançon-Veilleux qui va nous parler des fondements de l'inégalité scolaire ou en éducation. Elle vient de terminer son doctorat sur ce sujet-là, puis elle a déjà fait un exposé à la Société de philosophie des régions qui était fort pertinent, alors ça m'a donné l'idée de lui demander de venir développer plus longtemps. Deuxième chose, merci beaucoup pour votre contribution. Là, on fait nos frais, là, puis on continue comme ça. Merci beaucoup ce soir pour tout ce que vous avez donné. Encore une fois, un grand remerciement à Sylviane Charles. Moi, je suis un adepte de Spinoza dans un sens, et je vous annonce même que si vous voulez réfléchir à la question en physique, d'après moi, à cause du concept de conatus ou d'effort pour être, ou d'énergie affirmative, je pense que E-MC carré d'Einstein, qui est un spinoziste, qui avait la même formation talmudiste à partir du texte sacré du Talmud. Einstein et Spinoza ont en gros la même formation religieuse avec des siècles différents. Pensez à ça, la formule einsteinienne, on ne parle pas au niveau mathématique. Je parle pour les idées métaphysiques. Moi, je donne beaucoup d'importance à Spinoza, même en physique contemporaine, en physique du 20e siècle. Là, je suis un néophyte dans la matière, je regarde Louis Marchildon. Bon, il va m'en parler tantôt à part. Alors, bon, merci beaucoup. Très content de cette soirée. C'était très agréable. Vous reviendrez 14 mars et normalement, vous avez une convocation par Internet. Si jamais vous n'êtes pas sur la liste, venez laisser ici votre courriel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Sylviane. Bonne fête de soirée.